Horreur à Martin Beach par Sonia Green. Je n'ai jamais entendu une explication satisfaisante, même approximativement, de l'horreur de Martin Beach. Malgré le grand nombre de témoins, il n'y a pas deux récits qui concordent, et les témoignages recueillis par les autorités locales contiennent les contradictions les plus stupéfiantes. Cette imprécision nébuleuse est peut-être naturelle si l'on tient compte du caractère sans précédent de l'horreur elle-même, de la terreur presque paralysante qui s'est emparée de tous ceux qui l'ont vue, des efforts déployés par l'élégante auberge Wavecrest pour faire taire la publicité résultant de l'article du professeur Alton. Les pouvoirs hypnotiques sont-ils limités à ce qui est reconnu comme humain? Malgré tous ces obstacles, je m'efforce de présenter ici une version cohérente, car j'ai assisté à ces événements affreux et je crois qu'il faut le reconnaître en raison des possibilités inquiétantes qu'ils suggèrent. Martin Beach est plus connu comme station balnéaire, mais je frissonne en y pensant. À dire vrai, je ne peux plus à présent regarder l'océan sans frissonner. Le destin n'est pas toujours dépourvu d'un sens du drame et de la gradation des effets, car le terrible événement du 8 août 1922 a suivi de peu une période d'excitation réduite et agréablement riche en miracles à Martin Beach. Le 17 mai, l'équipage du bateau de pêche Alma de Gloucester, sous les ordres du capitaine James P. Horn, tuait, après une lutte de près de 40 heures, un monstre marin dont la taille et l'aspect ont provoqué la plus grande émotion dans les milieux scientifiques et ont conduit certains spécialistes de Boston à prendre toute disposition en vue de sa naturalisation. L'objet avait quelques 50 pieds de long. Il était d'une forme approximativement cylindrique, et son diamètre était d'environ 10 pieds. Il n'y avait pas moyen de se tromper. Ses caractères essentiels le désignaient comme un poisson à branchies, mais avec certaines variantes curieuses, telles que la présence de pattes, de devant, rudimentaires, et de pieds à 6 doigts à la place des nageoires pectorales, qui provoquaient les spéculations les plus étendues. Son extraordinaire gueule, sa peau épaisse couverte d'écailles, son œil unique profondément enfoncé, étaient des merveilles à peine moins remarquables que ses dimensions colossales. Et quand les naturalistes déclarèrent qu'il s'agissait d'un organisme infantile, qui ne pouvait être vieux que de quelques jours, l'intérêt du public atteignit un niveau extraordinaire. Le capitaine Horn, avec un sens des affaires tout à fait yankee, se procura un bateau dont la coque était assez grande pour contenir l'objet et organisa l'exhibition de sa prise. Grâce à un judicieux travail de menuiserie, il monta en fait un excellent musée maritime. Il cingla vers le sud en direction du riche district de villégiature de Martin Beach, jeta l'ancre devant l'embarcadère de l'hôtel et fit une abondante moisson de droits d'entrée. Le merveilleux intrinsèque de la chose, l'importance qu'elle revêtait dans l'esprit de nombreux savants visiteurs, venant de loin comme de près, se combinèrent pour en faire la sensation de la saison. On comprenait bien qu'il était absolument unique à un degré scientifiquement révolutionnaire. Les naturalistes avaient clairement montré qu'il différait radicalement du poisson immense de proportions similaires capturé au large de la Floride, bien qu'étant l'hôte de profondeur presque incroyable, peut-être des milliers de pieds. Son cerveau et ses principaux organes indiquaient un développement étonnamment vaste et hors de proportion, avec tout ce qui se rattache à la jante poisson. Le 20 juillet au matin, l'émotion fut portée à son comble pour suite du naufrage du vaisseau et de son étrange trésor. Pendant la tempête de la nuit précédente, il avait rompu ses amarres et disparu à jamais de la vue des hommes, emportant le gardien qui avait couché à bord en dépit du temps menaçant. Le capitaine Horn, soutenu par d'importants intérêts d'ordre scientifique et aidé par de nombreux bateaux de pêche de Gloucester, entreprit une croisière de recherche approfondie et exhaustive, sans autre résultat que d'alimenter l'intérêt et les conversations. Le 7 août, tout espoir était abandonné. Le capitaine Horn était revenu à Wavecrest Inn pour remettre en train ses affaires à Martin Beach et conférer avec certains scientifiques qui étaient restés là. L'horrible chose se produisit le 8 août. On était au crépuscule. Les oiseaux de mer gris planaient à proximité du rivage,
La lune qui se levait commençait à tracer un chemin étincelant à travers les eaux. Il est important de se rappeler le décor car la moindre impression a son importance. Sur la plage, il y avait pas mal de promeneurs et quelques baigneurs attardés. Des flâneurs venus d'une colonie de vacances installée dans de petites maisons modestes sur une colline verdoyante, assez loin vers le nord, ou de l'auberge adjacente, perchée sur la falaise, dont les tours imposantes proclamaient l'allégeance à la richesse et à la grandeur. À une distance, d'où l'on pouvait encore bien voir, il y avait un autre groupe de spectateurs, les clients installés dans la véranda de l'auberge au plafond élevé, éclairé par des lanternes, et qui semblaient apprécier la musique de danse venant de la somptueuse salle de bal de l'intérieur. Ces spectateurs, au nombre desquels se trouvaient le capitaine Horn et les confrères de son groupe scientifique, rejoignirent le groupe de la plage avant que l'horreur n'aille très loin, de même que beaucoup de clients de l'auberge. Il ne manquait certes pas de témoins, si confuses qu'aient pu être leurs histoires, par peur et faute d'être sûrs d'avoir bien vu. On n'a pas de témoignage exact sur l'heure à laquelle la chose débuta, bien que la majorité des gens aient déclaré que la lune bien ronde était à environ 1 pied des vapeurs qui flottaient au-dessus de l'horizon. Ils parlent de la lune parce que ce qu'ils ont vu semble avoir avec elle un rapport subtil. Une sorte de ride sur l'eau, furtive, décidée, menaçante, qui roulait en partant de l'horizon et en suivant le chemin brillant des rayons lunaires réfléchis, et qui paraissait cependant s'effacer avant d'atteindre le rivage. Beaucoup de gens ne remarquèrent cette ride qu'à la réflexion, par suite des événements ultérieurs. Mais elle semble avoir été très marquée, différente par la hauteur et sa façon de mouvoir des vagues normales qui l'entouraient. Certains la qualifiaient de rusée et réfléchie. Au moment où elle venait mourir discrètement au loin près des récifs noirs, un cri de mort surgit de l'océan coupé de strigures lumineuses. Un hurlement d'angoisse et de désespoir qui provoquait la pitié, tout en ayant l'air de la moquer. Les premiers à répondre à ce cri, ce furent 2 sauveteurs de service, de solides gaillards en costume de bain blanc, avec leurs fonctions indiquées en lettres rouges sur leur poitrine. Habitués pourtant au sauvetage et aux cris des gens qui se noient, ils ne purent bien reconnaître de familier dans ce hurlement lugubre. Cependant, leur sens du devoir leur fit négliger l'étrangeté du cri, et ils procédèrent comme ils en avaient l'habitude. Ils se hâtèrent de s'emparer d'un matelas pneumatique qu'ils avaient en permanence sous la main, avec le rouleau de corde qui se trouvait fixé. L'un d'eux suivit en courant le rivage jusqu'à l'endroit où s'amassait la foule. De là, après l'avoir fait tournoyer pour prendre de l'élan, il lança le disque creux au loin dans la direction d'où le bruit était venu. Le coussin disparut dans les vagues et la foule attendait avec curiosité de voir le malheureux qui se trouvait exposé à un si grand danger, impatient de voir le sauvetage s'effectuer grâce à cette grosse corde. Mais ce sauvetage ne tarda pas à se révéler comme une affaire peu rapide et peu facile. En tirant de toute leur force sur la corde, les 2 gardiens musclés ne pouvaient bouger l'objet qui se trouvait à l'autre bout. Au contraire, ils s'aperçurent que l'objet en question tirait dans la direction exactement opposée, avec une force égale et même supérieure à la leur. En quelques secondes, ils furent terrassés et entraînés dans l'eau par l'étrange force qui s'était emparée de la corde de sauvetage. L'un d'eux, en reprenant ses esprits, appela immédiatement au secours des gens faisant partie de la foule amassée sur le rivage, en leur lançant le reste de la corde. En un moment, les gardes étaient secondés par tous les hommes les plus robustes, parmi lesquels au premier rang se trouvait le capitaine Horn. Plus d'une douzaine d'hommes vigoureux étaient à présent en train de haler l'énorme corde, et cependant sans aucun résultat. Plus fort ils tiraient, plus fort tirait l'autre extrémité, cette chose étrange, et comme ils ne laissaient faiblir leur traction ni d'un côté ni de l'autre, la corde prit la rigidité de l'acier sous cet effort énorme. Ceux qui participaient à ce véritable combat, aussi bien que les spectateurs, étaient, dès cet instant, rongés de curiosité. Quelle était cette force qui se dissimulait dans la mer? L'idée d'un homme en train de se noyer avait été depuis longtemps écartée. On parlait à présent de baleines, de sous-marins, de monstres et de démons. L'humanité avait d'abord conduit les sauveteurs, l'attrait du merveilleux les maintenait à leur tâche, et ils allaient avec une détermination farouche pour éclaircir le mystère. On arriva finalement à cette conclusion: le matelas pneumatique avait dû être avalé par une baleine.
Le capitaine Horn, en sa qualité de chef tout désigné, cria à ceux qui se trouvaient sur la plage qu'il fallait aller chercher un autre bateau pour s'approcher du Léviathan invisible, le harponner et l'amener à terre. Plusieurs hommes se préparèrent aussitôt à partir à la recherche de l'embarcation convenable, tandis que les autres venaient remplacer le capitaine à la corde, puisque sa place logique était avec l'équipage, quel qu'il fût, qu'on allait constituer pour embarquer à bord de ce bateau. Sa propre idée sur la situation était très large, et n'en était en aucune façon limitée aux baleines, puisqu'il avait affaire à un monstre tellement plus étrange. Il se demandait ce qu'avait pu être le comportement et les possibilités d'un adulte appartenant à l'espèce dont ils avaient vu un représentant de 50 pieds de long, qui, on le comprend à présent, n'était en fait qu'un jeune. Alors se produisit avec une terrifiante soudaineté un fait crucial qui changea complètement le tableau. De l'étonnement, on passa à l'horreur. Travailleurs et spectateurs en furent paralysés de terreur. En se retournant pour laisser sa place à la corde, le capitaine Horn s'aperçut que ses mains étaient maintenues en place par une force incompréhensible. En un instant, il se rendit compte qu'il lui était impossible de lâcher le câble. On comprit immédiatement ses ennuis et chacun de ses compagnons vérifia sa propre situation avec le même résultat. Le fait était indéniable. Tous les sauveteurs étaient liés par une force mystérieuse au câble qui lentement, affreusement, sans répit, les halait jusqu'à la mer. Ce fut une horreur laissant chacun sans voix. Les spectateurs eux-mêmes étaient pétrifiés, incapables de bouger, livrés à une complète incohérence dans leurs idées. Leur état de complète démoralisation se reflète dans les divergences de leurs récits, dans les excuses embarrassées qu'ils donnèrent pour expliquer une inertie qu'on aurait pu imputer à l'indifférence. J'étais du nombre, et je suis au courant. Après quelques cris affolés et de vains gémissements, les sauveteurs succombèrent eux-mêmes à cette influence paralysante, et en face de ces forces inconnues gardèrent le silence et se réfugièrent dans le fatalisme. Ils étaient là dans le clair de lune blême, tirant en aveugle, résistant à un destin fantomatique, se balançant avec monotonie en avant et en arrière, à mesure que l'eau montait, tout d'abord jusqu'à leurs genoux, à leurs hanches ensuite. La lune était en partie cachée par un nuage. Dans la pénombre, cette rangée d'hommes animés d'un balancement ressemblait à quelques sinistres 1000 pattes géants se débattant dans l'étreinte d'une mort sournoise. Le câble était de plus en plus tendu à mesure qu'augmentait l'effort de traction exercé aux deux extrémités. Les grèves étaient bouleversées par les vagues se soulevant sans que rien ne les arrête. La marée avançait lentement jusqu'à ce que le sable, qui tout récemment encore était le domaine des enfants rieurs et d'amoureux se parlant à l'oreille, soit englouti sous le flux inexorable. La foule des spectateurs, pris de panique, recula à l'aveuglette quand l'eau commença à leur submerger les pieds. La ligne terrifiante des sauveteurs se balançait horriblement en essayant d'avancer. Ils se trouvaient à présent à une bonne distance des spectateurs. Le silence était complet. La foule avait gagné un refuge hors de l'atteinte de la marée. Elle regardait, muette et fascinée, sans proférer la moindre parole, conseil ou encouragement, sans tenter d'apporter la moindre assistance. Il y avait dans l'air la terreur de fléaux menaçants tels que le monde n'en avait jamais connu jusque-là, et qui atteignaient au cauchemar. Les minutes s'étiraient en heures. Le serpent de torse humain oscillant s'apercevait encore au-dessus des flots qui montaient rapidement. Il ondulait suivant un rythme, lentement, affreusement, marqué par le destin. Des nuages plus épais passaient à présent devant la lune ascendante, et le chemin lumineux tracé sur les flots s'était presque effacé. La ligne serpentine de tête se tordait dans la pénombre. De temps à autre, on voyait luire faiblement le visage livide d'une victime qui se retournait. Les nuages pâles s'amoncelaient de plus en plus vite dans le ciel noir jusqu'à ce que, finalement, de leurs bords furieux émergent des langues acérées de feu galvanique. Il y eut des roulements de tonnerre, d'abord faibles, puis ne tardant pas à s'amplifier, jusqu'à atteindre une intensité assourdissante, affolante. Le point culminant atteint, il y eut une explosion qui, en se répercutant, secoua la mer et la terre. Aussitôt après, un nuage creva avec violence, inondant le monde obscurci, comme si les cieux s'étaient entr'ouverts pour livrer passage à des cataractes vengeresses. En l'absence de pensées conscientes et cohérentes, les spectateurs agirent instinctivement.
Ils opérèrent leur retraite en gravissant les marches taillées dans la falaise et menant à la véranda de l'hôtel. Les rumeurs étaient parvenues aux oreilles des clients restés à l'intérieur, si bien que les réfugiés trouvèrent un état de panique presque égal au leur. Je crois que quelques paroles terrifiées furent prononcées, mais je ne peux en être sûr. Parmi les résidents de l'hôtel, il y en eut un petit nombre pour regagner les chambres. Les autres restèrent pour assister à l'immersion rapide des victimes, tandis que la rangée de têtes ballottées par les vagues qui progressaient apparaissait encore à la lueur capricieuse des éclairs. Je pense encore à ces têtes, et à leurs yeux exorbités. Des yeux qui pouvaient bien refléter toute la terreur, la panique, le délire d'un univers malfaisant, toute la tristesse, le péché, le malheur, les espérances anéanties, les désirs inassouvis. L'affreuse peur et l'angoisse brûlant du feu éternel des enfers, dans la douleur et le supplice de l'âme. Tandis que je regardais au-delà de ces têtes, je m'imaginais que je voyais encore un œil unique, également flamboyant mais exprimant une intention si révoltante pour mon esprit que la vision s'effaça bientôt. Immobilisés dans les griffes d'un démon inconnu, la file des damnés était entraînée, leurs cris silencieux étouffés, leurs prières non formulées n'étaient connues que des démons des vagues noires et du vent de la nuit. Du ciel en furie surgit soudain un cataclysme démentiel, dans un vacarme satanique tel que le coup de tonnerre précédent paraissait dérisoire en comparaison. La voix du ciel retentit au milieu du feu tombant des nus et répandant une lumière aveuglante. Elle lançait tous les blasphèmes de l'enfer et l'agonie commune à toutes les âmes perdues se fondait en un seul grondement apocalyptique d'un tumulte cyclopéen assez violent pour déchirer la planète. C'était la fin de la tempête, car la pluie cessa avec une soudaineté insolite, et bientôt la lune promenait à nouveau ses rayons blafards sur une mer étrangement apaisée. Il n'y avait plus à présent de têtes dansant sur l'eau. La mer était calme et déserte, brisée seulement au loin par les vaguelettes mourantes de ce qui ressemblait à un remous, dans le chenal éclairé par la lune d'où ce cri étrange était sorti pour la première fois. Mais tandis que je suivais du regard avec une imagination enfiévrée et des sens surmenés, cette bande traîtresse miroitant d'un reflet argenté vint frapper mes oreilles, surgit des insondables abysses, des vagues et sinistres échos d'un éclat de rire.
And it was an animal sound. You are actual perfect zoologist. I know. I know. I could And actually be a zoologist in real life. I have a biology degree. Oh, you do actually? That's Yeah. funny. So you're meant to have this award then. Oh yeah. I win. Okay, so by winning, what do I get? Well, your chat gets something. You don't get it. Sorry. But do I get to wear a fish costume? You know what? If you want to, sure, go for Okay. it. Then you're an animal yourself. But what am I supposed to do? I'm supposed to do, was it push-ups? I forgot. No, drawing. Was drawing on your face. Are you sure you want to do that? I'm okay with that. It's the last thing I'm doing tonight anyways. But do I draw a bunny or a fish? A bunny and a fish holding hands. Look, I'm not an artist. That's okay. You still want me to try that? Yes. Okay. Just for fun? A bunny and a fish holding hands. Okay, let me get a pen. I'll be right back. Okay. Okay. In Guys? the meantime, you can give the prize to your chat.